je vous le disais, nous allons aujourd'hui aborder ensemble des programmes et initiatives mises en place par les équipes du CPA afin d'inciter les entrepreneurs partout en France à oser l'Afrique, je le disais tout à l'heure, avec 3 initiatives, le Pass Africa, Meet Africa et Entrepreneuriat pour tous. Et pour parler du Pass Africa qui est en... On va inviter les intervenants des 3 programmes, pas juste le Pass Africain, mais je pense que je vais inviter, il y a plusieurs personnes qui sont venues pour nous expliquer justement c'est quoi ces programmes et ceux qui ont bénéficié de ces programmes. Je vais les accueillir dans un instant, donc je pense que je vais les annoncer déjà. Donc nous avons, pour parler du Pass Africa, Sébastien Pasco, qui est Mohamed Charni, le cofondateur de Sudeli, Pass Africa, et Radia Oudjani, qui est de Expertise France, Galeb Ben Ali, lauréat Meet Africa. Nous avons également Youssef Amamouti, le fondateur de Go One Game. J'espère que je n'ai oublié personne. On va les accueillir dans un instant. À tout de suite. Donc voilà, donc nous sommes très heureux de vous avoir ici parmi nous parce que finalement les gens ils sont venus aussi vous comprendre ces programmes pour savoir de quoi ça parle et surtout ceux qui ont bénéficié de ces programmes qui peuvent nous raconter de vive voix un peu la réalité du terrain, comment ça impacte vos business et vos entreprises. On va commencer avec peut-être à la solution Pass Africa, juste pour rappeler, pour vous donner un peu de contexte, le Pass Africa c'est un parcours d'accélération pour faire émerger justement les prochains champions économiques entre la France et l'Afrique. Et les champions, justement, on a toujours l'habitude de parler des champions, de ces licornes, et on a toujours tendance à penser qu'ils viennent des États-Unis, ils viennent d'ailleurs, mais détrompez-vous, les licornes existent aussi en Afrique et ils sont aussi souvent des acteurs de la diaspora. Et c'est un peu le but derrière ce programme. Et pour en parler, Sébastien Pasco, pardon, Sébastien Pasco, lapsus, et Mohamed Charni, qui est lauréat du Pass Africain. On va commencer par vous, de ce fameux pass. En quoi consiste ce pass? Est-ce que c'est quelque chose qui a été conçu de manière assez unique et privilégiée entre les entrepreneurs d'Europe et d'Afrique? Ça va de l'accompagnement au financement, dites-nous tout. Merci, oui, je vais tout vous dire. Je pense que déjà, beaucoup de choses ont été dites. Surtout de très belles choses, je pense à ce qu'a dit Wilfried, Absatou aussi. Le PASS, c'est quoi? C'est accompagner une entreprise qui aujourd'hui est sur son marché, qui a les 2 jambes, une sur le continent européen, une sur le continent africain. Et on sait qu'on est toujours stable quand on est bien sur ces 2 jambes. Donc c'est donner cette impulsion pour accélérer l'entreprise et faire en sorte que demain, elle se développe et elle devienne ces fameuses licornes qu'on attend tant. Alors, comment on fait ça? On le fait d'abord par de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps. On va échanger, discuter avec les entrepreneurs. Et on a mis autour de cet accompagnement tout un ensemble de partenaires. Il y a le cabinet Auguste Debouzy, il y a l'ESSEC, je suis sûr que j'en oublie d'autres, Affection Mutandi sur les problématiques RSE. On a tous ces partenaires qui se mobilisent. C'est aujourd'hui près de 300 heures d'accompagnement sur la promo 1, notamment par l'ensemble de ces partenaires. L'accompagnement ne fait pas tout. On met aussi en place les solutions de financement. Mais les solutions de financement qui vont bien à l'instant T de l'entreprise. Et on lui donne un peu sa ligne de conduite, quelles seront les étapes suivantes, qu'est-ce qu'on va mobiliser, que ça vienne de chez BPI France et de nos équipes dispatchées dans les directions régionales. J'en profite pour saluer mes collègues qui sont là. Et aussi de fonds d'investissement. On a des fonds d'investissement qui sont partenaires du PASS. On a des business angels qui nous suivent activement. Voilà, ça c'est le deuxième effet du PASS. Et le troisième effet du PASS, c'est le principe de promotion, le principe d'équipe.
C'est-à-dire qu'on va donner la lisibilité aussi à ces entrepreneurs. Ils vont être lisibles sur des communautés comme Euroquity. On va les inviter sur pas mal d'événements pour mettre aussi en avant ces projets-là, notamment Big, Inspire and Connect et d'autres, tous les événements de la diaspora et de l'entrepreneuriat de la diaspora. Voilà, on essaie de les mettre en lumière. Et c'est avec cette lumière, ce recul et les bons fonds au bon moment qu'on espère tous les accélérer. C'est une communauté, j'imagine, le Pass Africa. Justement, il y en a plein qui font partie du programme et ils se connectent entre eux, ils se parlent, ils font des choses. Ça se connecte, ça se parle, ça se connecte hors pass aussi, parce qu'après, ça égrène. Et voilà, c'est en semant tous ces contacts, ces mises en relation qu'on arrive à égrener et aussi à permettre au projet, et je pense que Mohamed le dira mieux que moi, mais voilà, peut-être d'accélérer un instant T, parce que voilà, il y avait des choses. L'entrepreneur, il est dans le projet. Et on va lui donner ce temps du recul, donc on va peut-être lui dire, attention, là, tu dois peut-être réfléchir à avoir un agrément qui va bien, ou ne pas transporter de l'eau, transporte du concentré, et après tu redilues. Voilà, des choses comme ça, mais qui donneront encore plus de pertinence au projet. Mais je pense que Mohamed sera en mesure de mieux le dire que moi. Écoute Mohamed, tout le monde veut t'entendre, hein. Tu es lauréat du Pass Africa et quelques mots peut-être sur Studeli et sur ce programme. Donc, Mohamed Charny, je suis cofondateur de Studeli. On est lauréat donc Pass Africa 2019. Studeli, c'est quoi? C'est le premier service financier destiné à des étudiants en mobilité internationale. Notre vocation, c'est quoi? C'est de simplifier les démarches financières et administratives des étudiants depuis les pays d'origine jusqu'à l'arrivée dans le pays d'accueil. L'objectif, c'est quoi? C'est d'assurer une bonne installation et une bonne intégration des étudiants étrangers quand ils viennent, on parle ici des étudiants africains, qui viennent s'installer en France et qui peuvent réussir leur projet dans les meilleures conditions. J'avais presque rêvé de ça il y a quelques années lorsque je faisais mes études. Oui, donc, ça a pris du temps, mais bravo. Hein. Exact. Donc, en fin de compte, les fondateurs de Studeli, c'est des étudiants donc, africains qui sont venus faire soit des écoles de commerce, soit des écoles d'ingénieurs en France. Et après des expériences professionnelles, on a détecté donc, ce manque d'accompagnement donc, des étudiants africains en France. Et on s'est dit pourquoi ne pas créer un guichet unique qui va faciliter l'intégration de cet étudiant en France. Qui dit donc faciliter, c'est de proposer un ensemble de services à ces étudiants. Donc, je peux citer notamment donc, le justificatif de ressources financières, appelé aussi caution bancaire ou blocage bancaire, pour demander donc, une visa d'études donc, en France. La recherche de logement depuis le pays d'origine, c'est important donc de souligner, c'est depuis le pays d'origine, l'ouverture d'un compte bancaire, assurance voyage, mutuelle, et tous ces services-là, ils sont réalisés depuis le pays d'origine. C'est ça la nouveauté, donc d'aller accompagner l'étudiant depuis la source. Donc on est là pour l'intérêt de l'étudiant avant tout. C'est formidable. Justement, tout à l'heure, lorsque Satou était là, elle parlait d'encadrement. Toi, comment tu as vécu justement, comment l'écosystème, le CPA, la BPI et tous les partenaires, tout le monde qui ont pu t'aider pour accélérer ton projet? Donc, la CPA, donc avec la BPI et ses partenaires, donc, nous ont aidés sur plusieurs volets. Je veux citer vraiment les points qui sont marquants pour l'aventure de Studeli et l'évolution de Studeli durant ces dernières années. Donc, le premier point, c'est l'accompagnement de la CPA et la BPI sur la prospection sur le marché allemand. Aujourd'hui, Studeli, elle a connu un succès énorme sur la France et on a validé notre modèle économique avec 10 000 étudiants donc, qui sont servis depuis le début de l'aventure, avec plus de 90% des projets d'études concrétisés et plus de 50 millions
de fonds gérés des étudiants. Aujourd'hui, on a décidé donc d'aller aussi vers l'autre marché qui n'est pas loin, qui est voisin, qui est le marché allemand. La CPA et la BPI nous ont mis en relation donc, avec l'écosystème allemand, nous ont introduit auprès des contacts qui sont primordiaux pour demander donc, l'autorisation d'exercer l'activité, comme le ministère des Affaires étrangères donc, allemand, donc, qui est indispensable donc, pour exercer l'activité. Le deuxième point que je peux citer, donc, la CPA donc, et la BPI, comme Sébastien l'a cité, donc, c'est un réseau donc, de plusieurs personnes. Ils nous ont mis donc, en relation avec pas mal d'investisseurs donc, dans l'écosystème. Et aujourd'hui, Studeli, donc, elle est en phase voilà, de négociation avec des investisseurs pour lever 5 millions d'euros. Formidable, bravo. Voilà. Merci. Donc, il y a cette dimension européenne, la France, l'Allemagne. Exactement. Donc aujourd'hui, Studeli, comme je l'ai dit à l'instant, donc on a validé donc le modèle économique sur la France. Aujourd'hui, on a obtenu l'autorisation d'exercer officiellement sur l'Allemagne et on est en cours donc, de négociation avec la Belgique et l'Italie aussi pour obtenir donc, des autorisations aussi pour travailler sur la mobilité donc, Afrique, donc, Europe. Je pense qu'on est donc, sur la même longueur d'onde que comment dirais-je, l'envie de l'Union européenne donc, et les enjeux de la politique visa et de l'attractivité de l'enseignement supérieur et la mobilité étudiante au niveau de la zone européenne. Donc, et on cherche à être demain donc, le premier acteur européen de l'accompagnement financier et administratif des étudiants en mobilité internationale. C'est formidable, bravo. En tout cas, merci. Tu peux être fier. Mohamed, juste pour les gens qui sont dans la salle et ceux qui sont derrière leur écran, qu'est-ce que tu peux leur dire justement pour ceux qui souhaitent postuler pour le Pass Africa ? Très bien. Donc la première chose, c'est d'ordre général. Il faut croire vraiment dans son projet. Il faut être persévérant, avoir vraiment de la volonté qui perdure dans le temps, être bien entouré, c'est important d'être entouré des bonnes personnes depuis le début de l'aventure, puisque ça fait partie des facteurs primordiaux pour la réussite du projet. Bien structurer donc, son projet aussi, c'est important. Définir les attentes aujourd'hui du programme Pass Africa donc, de la CPA et rentrer en contact, comme vous l'avez cité tout à l'heure donc, avec Sébastien, donc rentrer en contact donc, avec nous, les anciens donc, lauréats, pour vous partager les expériences, pour vous parler, voilà les points qui peuvent vous intéresser. Vous savez, donc toujours une personne qui passe par l'expérience, il peut toujours communiquer donc les points essentiels et les points importants pour ceux qui arrivent derrière nous. Donc n'hésitez pas. Donc il y a donc la CPA, il y a BPI France. On est nous, les anciens, donc les alumni du Pass Africa, pour vous donner des conseils. Vous êtes la bienvenue et bon courage à tout le monde et n'hésitez pas à avancer dans vos rêves. Merci Mohamed. Merci. J'aime beaucoup ton enthousiasme. Donc Sébastien, ça doit résonner. Je pense que vous pouvez en être fier. Donc vous avez aussi, je sais, établi des liens avec et des dispositifs qui sont prévus pour les diasporas, mais dans les pays en Afrique aussi. Hein. Donc dites-nous un peu plus. Alors effectivement, le principe du Pass Africa, on est quand même sur des entreprises qui, effectivement, sont sur les deux continents. Donc, il faut qu'elles puissent être accompagnées de chaque côté. De la même manière. De la même manière. Alors, on travaille activement, et là, je salue tout le travail de Wilfried et Tony, à monter des accords avec des gouvernements. Donc, on a monté des accords avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, et on travaille avec d'autres pays pour que les projets puissent également trouver leur pendant d'accompagnement en local, sur le pays, ce qui les rendra encore plus forts. Ça fait partie effectivement des choses que l'on met en place et que l'on continue de développer pour accompagner au mieux ces projets, les voir vraiment s'épanouir, comme on a pu le voir avec Mohamed. Et le troisième pan, que Mohamed a légèrement souligné aussi, c'est aussi ces idées de mentorat. Donc, bénéficier de l'acquis, du savoir des projets qu'on a pu accompagner dans le cadre du PASS pour coacher les porteurs de projets, les accompagner, parce que, voilà, un créateur d'entreprise, c'est comme un sportif de haut niveau.
il a besoin d'un coach. Il a besoin de quelqu'un qui va lui dire « Allez, vas-y, doute pas, continue, vas-y ». Et c'est ça aussi, l'un des accompagnements du Pass Africa, c'est cette notion de mentorat. Ouais. Et justement, pour rebondir là-dessus, on l'a dit, le Pass Africa a pour objectif de faire émerger justement les prochains champions économiques entre la France et l'Afrique, mais aussi de favoriser plus d'inclusion. Et j'ai entendu parler de ce programme, les mentors du Pass Africa, juste pour rebondir là-dessus. Donc, comment ça fonctionne très rapidement, Sébastien? Les mentors, c'est effectivement une entreprise qui a bénéficié d'un accompagnement dans le cadre du Pass Africa. Qui aujourd'hui est peut-être un peu plus mature, a pris ce recul-là, qui s'engage à être un peu le coach d'un projet qui va avoir encore besoin de grandir un peu, ou un porteur qui a, je ne vais pas dire qui a besoin de se doper, mais qui a besoin de vitamine C pour accélérer. Et c'est ce coaching, ça va lui donner le recul dans sachant, dans sage, entre guillemets, mais c'est ce partage d'expérience et le partage d'expérience entre entrepreneurs, qu'on soit entrepreneur mature ou jeune entrepreneur, il est indispensable pour bien réussir, connaître éventuellement l'échec, mais au moins, on n'est pas seul, on le partage et on a cette écoute-là. Et c'est ça le mentorat, c'est bénéficier de l'écoute. Merci beaucoup Sébastien et merci Mohamed. D'ailleurs, vous allez pouvoir discuter avec eux tout à l'heure à la fin de cet événement. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Nous allons parler d'une autre initiative dans notre programme Meet Africa, donc un programme de soutien aux jeunes pousses entre la France et l'Afrique. Et pour en parler, Radia Oudjani, qui est la directrice du département Gouvernance, Justice et Droits Humains, Expertise France, et Galeb Ben Ali, lauréat Meet Africa. Vous avez un micro, Galeb? Oui, superbe. Donc, on va parler justement de ce programme, Radia. Quel rôle Expertise France joue dans ce programme Meet Africa? Alors, Expertise France est l'opérateur de ce programme qui est financé par l'Union européenne et par l'Agence française de développement. Donc, c'est un programme de 8,5 millions d'euros que nous mettons en œuvre avec différents partenaires. Alors, pour tous ceux qui sont dans la salle et qui nous regardent en direct, comment le programme fonctionne et comment faire pour postuler ? Alors, je dirais d'abord que ce programme est finalement une sorte de costume taillé sur mesure pour les entrepreneurs de la diaspora africaine en Europe, puisqu'il entend à la fois répondre aux différents défis qu'on a entendus depuis le début de cet entretien. Alors, le premier, c'est évidemment l'accompagnement, puisque Meet Africa propose un accompagnement, un mentoring, un coaching pour 140 entrepreneurs. C'est aussi un financement avec un fonds d'amorçage. Donc, Meet Africa propose un financement pour 170 entrepreneurs. Meet Africa, c'est aussi combler le déficit d'information dont on a parlé tout à l'heure, puisque c'est un hub, le hub Meet Africa, qui apporte toutes les solutions sur un site internet et qui est développé avec Anima. Donc, s'y trouveront toutes les informations pour un entrepreneur qui souhaite intervenir, par exemple, au Cameroun. Il va cliquer, il va trouver les législations, etc., mais aussi quels sont les accès aux différents financements en France et en Afrique. Et puis aussi, Meet Africa, c'est répondre aux besoins de proximité dont on a parlé tout au long des échanges précédents, c'est-à-dire cette proximité d'incubateurs qui sont, comme le disait Madame Absatoussi, dans les baskets des jeunes entrepreneurs et qui sont sur le terrain. Donc des accompagnateurs, des incubateurs qui sont aujourd'hui en Afrique, dans nos 6 pays d'intervention, que sont la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et, j'en oublie un, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Voilà. Fantastique, ça fait plaisir à Delphine. Et Galeb, alors lauréat Meet Africa, c'est formidable. Oui, effectivement. Donc, je suis lauréat du programme Meet Africa 2, donc, qui a commencé l'année dernière. Et on est effectivement incubé chez Marseille Innovation. Alors, en fait, il faut savoir que chaque pays, parmi les 6 pays cités, ont un incubateur dédié en France. Et ils ont également, on aura prochainement un incubateur local dans notre pays d'origine. Donc, je suis le cofondateur de la start-up Wiribase,
cofondateur, parce que j'ai 2 cofondateurs avec moi. Une que je connais très bien, c'est ma fille, qui fait encore ses études à Paris-Dauphine. Et l'autre, c'est un étudiant également, mais en Tunisie. Et donc, c'est une plateforme qui permet aux startups européennes de recruter des talents dans les métiers du numérique, des talents africains. Et donc, de les recruter à distance. Il ne s'agit pas de les ramener et les faire venir en France, mais il s'agit de les recruter sur place. Et c'est un modèle, notre ambition, c'est de créer un écosystème où les travailleurs sont nomades aujourd'hui. Heureusement, on est dans les métiers du numérique, donc on peut se permettre de travailler partout dans le monde. Et donc, on a validé le modèle entre la France et la Tunisie. Lorsque je dis on a validé, ça veut dire qu'il y a des startups françaises qui ont recruté via Rebase des équipes en Tunisie, que ce soit des équipes de support client, de marketing digital, de développement informatique. Et là, on est dans une démarche d'élargir ou de faire une petite expansion sur certains pays, notamment certains pays du programme Meet Africa. Maintenant, peut-être pour parler un petit peu du programme Meet Africa, qu'est-ce qu'on a pu bénéficier jusqu'à maintenant? C'est des sessions de coaching, de mentoring, que ce soit collectif ou individuel. Et surtout, qui me concerne l'avantage le plus important, je dirais 2 avantages. Le premier, c'est l'accès à des experts. Des experts qu'on choisit nous-mêmes, donc ce ne sont pas imposés. Donc on a une vingtaine d'experts auxquels on peut accéder et chaque start-up a des besoins spécifiques et donc on choisit vraiment l'expert dont on a besoin. Et donc ça nous a aidé énormément d'avancer sur tous les aspects, surtout dans notre projet il y a la difficulté parce qu'il faut savoir aussi les aspects juridiques, légaux, communication, etc. de chaque pays. Le deuxième avantage, c'est le networking et c'est le réseautage qu'on peut avoir. Notamment, j'ai pu rencontrer Mohamed il y a quelques minutes, juste avant la session. Donc, il m'a fait part un petit peu de son expérience dans une quinzaine de pays en Afrique, si je ne me trompe pas. Et donc, ça aide énormément parce qu'au-delà des informations qu'on peut trouver sur Internet ou via des experts, etc., c'est le retour terrain qu'on peut avoir des lauréats de Pass Africa ou autres, qu'on peut rencontrer dans d'autres événements, qui nous aident énormément à avancer plus vite. Donc ça a été vraiment un vrai tremplin et d'ailleurs vous pouvez en discuter tout à l'heure avec Galeb, comme ça il pourra vous donner plus d'informations sur ce programme. Et sinon, l'ambition de la start-up aujourd'hui, c'est une ambition internationale finalement, ça va au-delà. Effectivement, c'est une ambition européenne, africaine. Et donc moi je pars du principe que, et pas uniquement moi, lorsque je dis moi, c'est tous les cofondateurs de la plateforme et de la start-up, on part du principe qu'il doit y avoir un intérêt économique des 2 parties. Donc s'il n'y a pas un intérêt côté européen comme côté africain, ça ne marchera pas. Et donc il ne s'agit pas de mettre en place une solution qui soit tirée vers un côté plus qu'un autre, mais c'est juste un investisseur ou une start-up ne va pas recruter un talent en Afrique si elle ne trouve pas son compte. Et inversement, un talent africain, il ne va pas travailler pour une start-up européenne s'il ne trouvera pas son compte. Et donc, c'est ça le matching qu'on est en train de faire sur cette plateforme. C'est ça les enjeux qu'on a aujourd'hui. Merci Galeb et merci Radia. Je voulais juste rappeler 3 temps forts pour Meet Africa, puisque c'est très important. Les personnes de la diaspora sont là aujourd'hui. Donc, le prochain appel à projet sera lancé en mars de cette année, donc pour tous les entrepreneurs de 7 à 77 ans, il faut être majeur quand même, mais qui ont un projet à développer, quel que soit le secteur. Et donc déposez vos projets sur le site www.meetafrica.fr. Ça, ce sera au mois de mars. Le deuxième, ce sera évidemment l'appel à projet qui sera pour le financement. Donc le financement qui sera apporté en fonds d'amorçage à des entrepreneurs. Et puis le troisième appel à projet qui sera en courant octobre et qui, lui, sera pour les accompagnateurs, les incubateurs qui sont dans les pays où nous mettons en œuvre le Meet Africa. Et donc, nous vous invitons à être nombreux à répondre.
Et s'il vous plaît, mesdames, répondez. Nous n'avons eu que 38% de femmes qui ont répondu au premier appel à projet. Donc sur 76 projets, on en a à peine 40 qui sont portés par des femmes. Donc mesdames, s'il vous plaît, comme le disait Madame la ministre Elisabeth Moreno, n'hésitez pas à postuler et surtout, ne vous limitez pas à des projets qui sont des projets de couture et autres. Sachez que vous pouvez aussi investir dans les nouvelles technologies et dans les secteurs de pointe. Et je vous invite à le faire. Voilà. Absolument. Et d'ailleurs, j'espère que sur les prochaines étapes, nous allons avoir plutôt des lauréates aussi et pas que des lauréats. Bon, petite parenthèse. Donc, nous allons parler du troisième programme, mesdames et messieurs, l'entrepreneuriat pour tous, pour révéler les talents de nos jeunes qui sont dans les quartiers prioritaires. Donc peut-être avant de passer la parole à Youssef Hamamouti qui va nous parler de son expérience. Il est le fondateur de Go One Game. Peut-être juste quelques éléments. Hein. Donc ce programme bénéficie aux quartiers prioritaires à travers plusieurs actions. Donc 3 actions. Donc faciliter l'accès à l'offre d'accompagnement et de financement des entrepreneurs qui sont justement issus de ces quartiers prioritaires, animer les communautés entrepreneuriales locales et surtout, évidemment, accélérer les entreprises. Mais pour mieux en parler, je pense que Youssef, qui connaît très, très bien ce programme, va pouvoir nous raconter un petit peu de quoi il s'agit et surtout comment ça s'est passé pour toi, Youssef. Bien sûr. Bonjour à tous. Déjà, merci à la Diaspora pour m'avoir invité. Tout d'abord, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Il y a 10 ans, en 2010, il y a 12 ans, j'ai eu un grave accident de vélo, ce qui m'a coûté la moitié du corps. Donc, je suis hémiplégique droite. Et avant, j'étais champion d'arts martiaux. J'allais combattre un petit peu partout en Europe. Et je préparais le championnat de France. Donc, j'avais un combat de préparation. Et malheureusement, heureusement, j'ai gagné. Mais malheureusement, je suis parti faire du vélo. Et la tête la première. Donc, comme j'ai une famille plus que Madame Si, de 11 personnes, on avait l'habitude de jouer à la PlayStation le week-end. Et maintenant, avec une main, c'est quasiment impossible. Donc, depuis 2010, j'ai cherché sur Internet pour voir s'il y avait une solution à ma problématique. J'ai vu que dans le monde entier, ça n'existait presque pas. Ça existait, mais que des modifications à des prix super élevés. Donc, je suis resté avec cette idée en tête d'inventer la première manette de jeux vidéo utilisable à une seule main. Et en 2019, j'ai vu que Emmanuel Macron a sorti la première promotion de French Tech Tremplin. Donc, j'ai postulé, j'ai été pris parmi 750 candidatures en France. Donc là, super, go, business plan, business model. Et je suis parti 6 mois à Nancy pour apprendre tout ce qu'un entrepreneur doit savoir. Et j'ai un business plan d'une 40aine de pages. Donc là, je suis en train de chercher des investisseurs pour investir, tout simplement. Voilà, merci. Merci. Merci, Youssef. Juste là, tu nous as expliqué comment t'es venue l'idée, donc c'est franchement bravo. Hein, donc tu avais vraiment envie de jouer. Hein. Donc justement, peut-être dis-nous un petit peu. Tu viens des quartiers prioritaires. Je pense que pourquoi c'est important pour toi justement le développement de ton entreprise vers l'Afrique? Pourquoi ça c'est important? Et peut-être parler aux jeunes qui nous regardent, qui sont un peu dans ton cas, et d'expliquer qu'est-ce qui finalement avait du sens pour toi. Je suis né en France, dans le Nord. Je suis un ancien ch'ti. Et mes parents sont originaires du Maroc, donc j'y vais pratiquement chaque année. Et j'aimerais bien faire bosser les deux pays. 70% au Maroc, la construction, et 30% en France grâce aux ESAT, les entreprises adaptées de l'État. Et puis voilà. C'était ça la question ou j'ai dévié un petit peu? T'as dévié un petit peu là. Un petit peu. Non mais juste, les jeunes qui nous regardent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
Parce que ce que tu as fait, c'était vraiment, bon, il y avait la passion, il y avait la conviction, et puis aussi, tu n'as pas baissé les bras. Bien sûr, et comme on m'avait dit à l'époque, un investisseur m'a dit que tu n'as pas la carrure d'un entrepreneur. Et je lui ai répondu juste tout simplement que non, mais l'histoire l'est. Et là, la personne s'est direct dessus. Et tout simplement, on sait en France qu'il y a 70% des startups qui ferment leurs portes au bout de 3 ans. C'est très compliqué. Mais si on a un rêve, il faut y aller, il faut laisser les gens qui vous disent non, ça ne va pas marcher. Si en 2000, j'ai même eu une personne de la... Bon, je vais taire le nom, mais il m'a dit que si en 2021, ça n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas de marché. Il m'a dit ça et j'étais waouh. C'est quelqu'un qui a 100% qui parle. tout simplement. Et là, justement, je reviens de Lyon. J'ai fait plusieurs hackathons ces dernières années. J'ai reçu plusieurs prix, mais c'est rien de concret. Donc à Lyon, on a fait un hackathon spécialement pour moi. Vous savez tout ce que c'est un hackathon? À peu près. Donc c'était à Lyon, il y a eu des personnes d'Espagne, de Rennes qui sont venues. On était une quarantaine de personnes, de professionnels, avec plusieurs écoles d'informatique et de design. Et pour faire le prototype fonctionnel, parce qu'à part ça, il fallait que je débloque 30 000 euros pour l'avoir. 30 000 euros, ce que je n'aime pas. Et d'ailleurs, la BPI m'a gentiment subventionné 20 000 euros pour la French Tech Tremplin. C'est super. C'est super. Et puis, 20 000 euros, c'est super bien. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Et voilà. Et pendant ma jeunesse, c'était compliqué. C'était compliqué du regard des autres. Mais bon, on fait. Je me suis toujours dit une seule chose. Les gens m'appelaient souvent Jamel Debbouze. Et moi, je leur répondais, ouais, mais la valeur ajoutée, c'est la jambe. j'ai la jambe en plus. Tout simplement. Bravo Youssef. Merci beaucoup et n'hésitez pas. Je termine juste par, j'ai pas la plume d'un écrivain ni l'allocution d'un président. Je suis juste un mon petit Youssef avec un projet que je vais ramener au sommet. Merci beaucoup. Bravo Youssef, merci et bravo pour ta résilience et ta persévérance. Ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça qui ont envie. Et puis tous ceux qui sont dans la salle, on a pas mal de grands témoins qui sont là, donc pour découvrir justement tout cet écosystème qui quelquefois passe un peu sous le radar et c'est bien de les découvrir comme ça. Bravo à tous nos lauréats. Merci Radia, merci Sébastien, merci à tous. Et on va pouvoir continuer justement cette conversation tout à l'heure. Vous aurez un temps d'échange et vous allez pouvoir discuter avec eux. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, je vous le disais, cet événement a été organisé, évidemment, vous le savez, par le CPA et ses partenaires, mais aussi cet événement a aussi pu naître et se tenir grâce à des acteurs de la région, de cette région Grand Est. Donc, ces grands témoins sont parmi nous aujourd'hui. Il y en a certains qui ont pu se déplacer, qui sont là, qui sont parmi nous. J'aimerais juste faire un petit clin d'œil rapide. J'aurais peut-être 2 questions à poser à l'entre-deux. On ne pourra pas poser des questions à tout le monde, malheureusement. Mais dans la salle, vous avez aujourd'hui plusieurs grands témoins qui viennent de la région. Delphine Krieger, qui est avec nous, expérience multiculturelle en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et aujourd'hui en charge de l'innovation et de la stratégie économique à l'international à l'Eurométropole de Strasbourg. Nous avons également Bruno Roth, qui est le secrétaire général
le secrétaire général du comité Lorraine des conseillers du commerce extérieur de la France, directeur de Net Opportunity, une entreprise spécialisée sur le marché africain et qui occupe le poste de consul honoraire de Côte d'Ivoire à Nancy pour la circonscription de la région Grand Est. Bruno est avec nous. Hassan Benzim, administrateur du collectif Réflexion et Action du Grand Est, engagé dans la promotion de l'entrepreneuriat en France, en Europe, en Afrique. Marie-Josée Navarre, vice-présidente du groupe LOR, c'est comme ça qu'on dit, hein, LOR. Voilà, spécialiste mondiale depuis plus de 55 ans dans la conception, la fabrication et la commercialisation des systèmes de transport de biens et vice-présidente des conseillers du commerce extérieur. Denis Schultz, qui est le directeur du GESCOD, qui est avec nous également. Merci d'être là. Cet événement est possible aussi grâce à vous. Et ça nous fait plaisir aussi de vous faire découvrir tout cet écosystème, comme je le disais tout à l'heure. J'avais quelques questions très rapides. Peut-être celle-là pour vous, Delphine Krieger. Quel est votre regard sur l'entrepreneuriat de la diaspora en tant qu'ancienne citoyenne d'Amérique du Nord, enfin ancienne, pas si ancienne que ça, hein, et au sein de l'Eurométropole à Strasbourg aujourd'hui? Vous n'avez pas de micro, donc je vais vous passer... Ah, si. Ah, c'est sophistiqué ici. Pas encore? Si. Oui, tout à fait. Bon, parfait. Merci beaucoup, merci pour cette question. Déjà, avant de commencer, j'aimerais faire un constat par rapport à l'écosystème dans lequel j'évolue aujourd'hui, où finalement, j'ai remarqué que la diaspora, en fait, est très peu identifiée, n'est pas encore véritablement identifiée comme un contributeur économique, et donc, par conséquent, est un petit peu exclue des différents canaux classiques, traditionnels d'accompagnement des entrepreneurs que nous soutenons aussi au niveau de la métropole. Ceci étant dit, je tiens aussi à rappeler une chose, de par mon expérience, c'est que la diaspora, ce sont aussi des jeunes qui sont très qualifiés. Je les ai rencontrés en France, je les ai rencontrés en Amérique du Nord, notamment au Canada, où en fait, il y a un niveau d'éducation qui est d'excellente qualité, et donc ce sont des personnes qui peuvent contribuer et qui sont souvent en plus très conscients des grands enjeux qui nous concernent tous aujourd'hui. Hein. On parle du changement climatique, on parle de tout ce qui est économie circulaire, etc. Et donc ils ont cette sensibilité-là. Et si je dois prendre finalement mon regard par rapport à mon expérience nord-américaine, je pense qu'il y a une différence qui est fondamentale. Au-delà du regard que Mme Absatoussi nous a mentionné, je pense que ce qui était important en Amérique du Nord, c'était la place qu'on accordait aux entrepreneurs issus de la diaspora. Ils étaient vraiment considérés et envisagés comme un atout, une vraie richesse dans l'entreprise. On leur donnait cette place-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une excellente compréhension des enjeux culturels quand il fallait aller sur un marché, sur un secteur qui venait de leur culture d'origine. Parce que, en plus, ils avaient, de par leur parcours, de s'adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture, de parler plusieurs langues à la maison, ils démontraient une flexibilité, une capacité d'adaptation qui était aussi extrêmement, je veux dire, excellente de par ce parcours-là. Et en plus, on les voyait véritablement comme des ponts entre les marchés. Donc en tant qu'entrepreneur, ils créaient ces ponts et ils se transformaient en véritables accélérateurs des affaires parce qu'ils avaient cette capacité finalement d'englober les enjeux et du pays dans lequel ils résidaient, donc d'avoir cette double culture, et du pays duquel ils étaient originaires, et donc finalement de favoriser les affaires de manière significative. Et ça, moi, je l'ai vécu au Canada comme étant quelque chose d'habituel, de normal. Et donc, cette place qu'on leur accorde permet aujourd'hui à l'économie canadienne d'être extrêmement efficace sur certains marchés. Je prends par exemple le cas de la Chine. Ici, on parle de l'Afrique, mais au Canada, par exemple, les ressortissants, la diaspora chinoise, et fait le pont majeur avec ce marché-là. L'Afrique aussi, l'Europe aussi. Vous pouvez voir que de nombreux collaborateurs du Canada qui viennent en France sont des Français de la diaspora canadienne et québécoise. Et donc, ils ont compris que c'est aujourd'hui un atout, un enjeu, et ils le favorisent. Et l'ensemble de la société et des entrepreneurs, finalement, ont cette vision-là. Je le vois vraiment comme une situation gagnant-gagnant, où la diaspora contribue au développement économique du pays d'accueil, mais aussi de leur pays d'origine. Et donc, à ce moment-là, ça se fait de manière très naturelle.
Merci Delphine, merci beaucoup. Et Delphine qui nous a aussi aidé un peu dans l'organisation de cet événement, donc je la remercie doublement. Donc Bruno Roth qui est juste à côté de vous, Delphine. Donc Bruno, j'imagine que tout ça, ça résonne également pour vous. Donc comment faites-vous vivre justement les relations Europe-Afrique via votre activité d'entrepreneur? Alors, bonsoir, merci pour ces interventions riches à la fois en témoignages, riches en volonté, ce qui est important, la volonté marquée. Dans mon parcours, moi j'ai un leitmotiv, c'est vraiment donner envie aux gens d'entreprendre, à la fois dans une relation nord-sud, mais aussi dans une relation sud-nord, parce que je pense que quelque part, il faut aussi équilibrer cette relation à la fois entre la France, l'Europe et le continent africain. J'ai trois casquettes, rapidement, mais elles ont le même objectif. Une casquette d'entrepreneur où j'accompagne les entreprises françaises et européennes sur le marché africain, dans une logique peut-être il y a 10-15 ans qui est maintenant différente. C'était plus une logique où on était dans un échange de produits et de services, alors qu'aujourd'hui, c'est plus dans une logique d'entreprendre, d'investir et dans une logique de partenariat. Il est vrai que l'Afrique, si on veut qu'elle se développe, la notion d'industrie est importante. Il faut valoriser l'ensemble des filières. Et là, on a un vrai savoir-faire français-européen sur cette histoire industrielle, et il faut la faire valoir. Deuxième chose, dans ma casquette de conseiller du commerce extérieur, et là, il est vrai que c'est un devoir de service public pour lequel on a un devoir de promouvoir l'attractivité de notre région, de notre territoire, et faire venir nos investisseurs. Parce que quelque part, faire venir un investisseur étranger dans notre région, ou en France, ou en Europe, ça rééquilibre aussi le marché par rapport à l'origine de l'investisseur. Et troisième casquette, qui est nouvelle pour moi, dans cette mission de consul honoraire de la Côte d'Ivoire, c'est une logique de diplomatie économique. Donc là, un devoir de faire venir les étrangers sur la Côte d'Ivoire. Là, ça a aussi un sens. Alors, la diaspora a un vrai rôle à jouer. On a évoqué cette notion de passerelle, de double culture, pour vraiment comprendre les choses. La diaspora a vraiment un vrai rôle à jouer. Elle doit prendre en charge ce rôle-là. On doit l'accompagner. Et on a évoqué tous les gens qui existent, tout l'écosystème qui existe pour accompagner. Alors, pour donner un petit peu, puisque que l'entrepreneur soit de la diaspora ou pas de la diaspora, la logique est la même. Donc, quelque part, avec la Côte d'Ivoire, puisqu'aujourd'hui, depuis 5 ans, je me polarise plus sur la Côte d'Ivoire, on a essayé de mettre en place un écosystème à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé pour pouvoir accompagner les entreprises. Parce que quelque part, il est bien, et on l'a vu, un certain nombre de systèmes sont là pour aider l'amorçage, aider dans le financement, etc. Mais après, il y a un accompagnement dans la longueur. Puisque entreprendre, c'est aussi un temps long, encore plus avec l'Afrique, où ce temps long est aussi un paramètre à prendre en compte. Hein. Il faut voir que, pour petite anecdote, moi je raisonne beaucoup sur le couple franco-allemand. Les Allemands ont du mal à comprendre le marché africain par rapport à cette contrainte de temps, par rapport à cette logique qui est un peu différente. Et on a un vrai rôle à jouer aussi d'être... il faut travailler ensemble surtout. Alors moi je m'implique, on a la chance d'avoir dans la région Grand Est ce qu'on appelle un World Trade Center qui est binational, franco, donc basé à Metz pour la région Grand Est et à Saarbrück pour la partie Allemagne. Et il est vrai que ce couple franco-allemand a un vrai sens, et après par extension à l'Europe, pour vraiment réfléchir cette nouvelle relation d'entrepreneurs issus de la diaspora ou non issus de la diaspora par rapport à ce développement de l'Afrique. Demain, le devenir du monde, il est en Afrique. J'ai un vrai souhait, c'est qu'on fasse un vrai couloir, un vrai marché commun Afrique, France, Europe. Et ça, c'est une nécessité par rapport à une existence, si on va avoir vis-à-vis du continent américain et vis-à-vis du continent chinois. On doit vraiment avoir ce vrai marché commun. L'avenir est là, la croissance du monde, elle passera par le continent africain. C'est le continent africain qui va tirer la croissance du monde, donc il y a des vraies opportunités. Une chose que je peux dire par rapport à la diaspora, c'est ayez confiance et osez et croyez en vous. Voilà, ça c'est important. Merci beaucoup Bruno. Merci. Peut-être juste une dernière question très rapidement à Marie-Josée Navarre qui est avec nous aujourd'hui. Donc, on a parlé parmi les solutions du CPA pour l'entrepreneuriat et les mobilités professionnelles rendues publiques le 5 février en 2021. Il y avait le chèque relance VIE qui permet justement de mettre en avant la diversité dans l'entreprise en proposant aux jeunes issus de formations courtes, si j'ai bien compris, ou des quartiers prioritaires, d'avoir accès à des missions à l'international et en Afrique. Pouvez-vous juste nous dire quelques mots très rapidement là-dessus? Oui, merci beaucoup de votre accueil. On a entendu des choses merveilleuses là jusqu'à ce moment et c'est vraiment, ça touche profondément le chef d'entreprise que je suis parce que
finalement, sur l'entrepreneuriat, on a dit des choses relativement formidables. La volonté, d'abord, très forte, qui a été exprimée tout au long de ces témoignages, et puis la capacité à se projeter, à ne pas s'arrêter sur les échecs. C'est toute l'histoire de l'entreprise que je représente aujourd'hui. Alors, quand on parle de ce chèque, il faut savoir à quoi ça se raccroche. Alors, ça se raccroche d'abord au volontariat international à l'entreprise, le VIE, qui a fêté ses 20 ans cette année et qui permet à tout jeune, entre 18 et 28 ans, il faut avoir moins de 29 ans au moment de son départ, de partir vivre une expérience professionnelle dont la durée va de 6 mois à 24 mois dans un pays au service d'une entreprise. Il peut y partir pour y faire du business, il peut y partir pour faire de la production. Notre entreprise, l'entreprise L'Or, a eu recours au VIE et aujourd'hui on en a 2 notamment qui sont patrons d'une de nos filiales au Mexique et l'autre en Inde. Et ce qui est merveilleux dans ce dispositif, c'est que finalement, c'est à la fois un système simple, je ne vais pas faire la publicité de ce dispositif, c'est Business France qui le porte, c'est un budget parfaitement maîtrisé pour les chefs d'entreprise. Et je pense à la diaspora qui souhaite avoir recours à ce dispositif. J'ai fait un calcul juste avant de venir, envoyer un jeune au Sénégal, à Dakar, c'est moins de 24 000 € par an, c'est quand même parfaitement accessible. Et quand le jeune vient, effectivement, vous l'avez souligné, d'un quartier prioritaire ou d'une formation courte, l'État, dans le dispositif de relance, met un chèque de 10 000 €. Et je voudrais saluer aussi la région Grand Est qui rajoute à ce chèque 5 000 €. Donc c'est 15 000 € qui sont accessibles pour les chefs d'entreprise. Et j'invite vraiment ce dispositif à vivre. Pourquoi ? Parce que finalement, on l'a prononcé, c'est un pont finalement. Ces personnes sont une richesse parce qu'ils vont à la rencontre d'une culture, quelquefois c'est la culture de leur pays d'origine quand ils sont issus de la diaspora, mais quelquefois c'est une pleine, complète découverte. Tout à fait. Et je crois que la jeunesse, c'est ça qui est le ressort essentiel du déploiement à l'international. Donc vraiment j'invite les entrepreneurs de la diaspora africaine à avoir recours à ce dispositif. Là, on sort d'une crise qui a été lourde, qui a été profonde. On est encore j'ai passé ma journée sur le sujet de l'Ukraine. Je salue mes amis ukrainiens. On aura sait que c'est l'occasion d'en difficile, discuter mais je après. crois qu'effectivement, il faut vraiment miser sur cette jeunesse qui est un talent formidable pour aller se développer à l'international. Merci Marie-Josée Navarre. On pourra en discuter juste après, je le disais à l'instant. Place maintenant, mesdames et messieurs, à notre dernière séquence. On va rentrer dans le vif du sujet avec notre table ronde, bâtir une ambition européenne avec les entrepreneurs de la diaspora. J'accueille tout de suite Arlande Jüger, fondatrice d'EvoSmart, Sana Fouaz, fondatrice de l'initiative Womenpreneur, Ousseinouba, fondateur de Blackleaf. Nous avons également Rachid Karam, petit lapsus, cofondateur de Planet Lunch, et Michel Husser, qui est investisseur et président de Kajuba et Burkina Faso. Merci de les accueillir. Formidable. Donc après ce petit jeu de la chaise musicale, nous allons enchaîner. On a essayé de faire un garçon et une fille. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Bon, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Ça fait plaisir de se revoir. Donc Arlande et Sana, que je connais depuis quelques temps maintenant, et Michel, que j'ai eu la chance, enfin j'ai croisé plusieurs fois, mais on n'a jamais vraiment eu le temps de discuter, qu'on a eu le temps de se rattraper un peu aujourd'hui. Et je découvre Ousseinouba et aussi Rachid, que je ne connaissais pas. Donc bienvenue. Donc nous allons discuter justement ensemble de comment bâtir cette ambition européenne avec les entrepreneurs de la diaspora. Vous êtes les entrepreneurs issus de la diaspora. Sana vient de Bruxelles, mais d'autres viennent d'un peu partout. Hein. Moi, personnellement, je suis aussi entrepreneur. Je ne suis pas que journaliste et modératrice. Je suis dans les médias et je ne suis pas née en France. Je suis née à l'île Maurice et j'ai la double culture parce que j'ai la double nationalité. Je suis française et mauricienne et fière de le revendiquer. Donc voilà, sur ce, on pourra attaquer le sujet. Donc
Je le disais, je l'ai mentionné en introduction lorsqu'on parlait avec la ministre Elisabeth Moreno. On parlait que ce sommet, justement, qui s'est tenu à Afrique-Europe, qui s'est tenu il y a quelques jours à Bruxelles, avait pour objectif de repenser cette relation entre l'Afrique et l'Europe. Nous sommes à plusieurs jours après ce sommet. On a vu un peu les conclusions. Il y a pas mal de choses qui sont encore en cours de discussion et de négociation, mais on a vu quelques conclusions. Quelle est votre vision de ce que devrait être justement cette nouvelle relation Afrique-Europe? J'ai commencé par toi, Michel. Alors, merci. 2 secondes. Donc, qui je suis? Je suis donc président d'un fonds d'investissement, la financière Kajuba, qui opère dans le monde des startups sur 3 continents. J'ai également co-créé il y a 15 ans maintenant une ONG qui œuvre au Burkina Faso, donc l'association Burkina Sara, dont le fil conducteur est en fait d'aider des entrepreneurs à créer leur propre emploi, voire, si possible, en créer plus. Et chemin faisant, sans faire exprès, finalement, ce que nous faisons chez Burkina Sara et finalement dans mon fonds de capital risque, c'est bien sûr amener un petit peu d'argent, mais avant ça, le plus important, c'est de venir avec de l'expérience, c'est venir avec du réseau. Et évidemment, il faut des moyens généralement pour créer des choses. Et donc chez Burkina Sara, on le fait, mais également donc, du coup, chez Kajuba. Et donc depuis quelques années, j'ai estimé qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. Et du coup, mon fonds investit maintenant dans des startups africaines, donc en l'occurrence au Burkina Faso, où j'ai aidé un incubateur à se créer, etc. Nos amis burkinabés sont très malheureux de voir qu'ils sont obligés d'apprendre le chinois ou d'autres langues, allemandes par exemple, pour faire du commerce. Ils parlent notre langue, leur administration était calquée sur la nôtre, pour le bien ou le pas bien, j'en sais rien. En tout cas, on en est là et tout le monde en fait s'en moque maintenant de cette histoire de colonie. On n'en parle plus. Sauf que nous, Français, on vient encore avec nos idées humanitaires et moi-même au départ avec des idées d'entraide, etc., d'empathie. Mais finalement, au lieu de les aider, on ne s'aidait pas. Donc, comment dirais-je, la vision que j'aimerais, en tout cas j'aimerais que le continent européen ait, c'est que la France, on est trop petit pour avoir un rôle incroyable au niveau planétaire. L'Europe, il faut qu'on ait une taille critique, une masse critique pour pouvoir en fait peser. Et on le voit bien avec ce qui se passe en Ukraine. Donc, j'espère qu'un jour, l'Europe comprendra qu'en fait, il y a un continent d'avenir qui est là en bas, qui, comme vous disiez, il y a plein de problèmes. Donc, il y a plein de solutions à chercher, donc il y a plein de business à faire. Donc, allons-y en tant que partenaires et entrepreneurs et investisseurs, et non plus en tant qu'autre chose. Voilà, donc en tout cas, moi, pour répondre à cette vision, dans mon petit coin, avec du coup ces 2 structures humanitaires et qui finalement humanitaires et financières, et je me dis qu'on peut tout à fait devenir, faire de l'argent, créer de la valeur, créer des emplois, tout en ayant de bonnes valeurs et en le faisant correctement, quoi. On va en reparler, Michel. Sana, peut-être juste très rapidement. Donc, Sana Afouaz, qui a fondé Womenpreneur, un réseau de plus de 10 000 femmes entrepreneurs dans 20 pays, plus de 20 pays, je ne sais plus combien, je ne les compte plus parce que ça augmente tout le temps. Donc, tu agis aussi au niveau de la Commission européenne pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin et de la diversité en Europe et dans les relations Europe-Afrique. Justement, quelle serait ta vision de cette refonte des relations entre l'Afrique et l'Europe? Merci Acha pour l'invitation. Moi c'est Sana, je viens de la Belgique, donc je pense que la touche belge était importante pour ce débat aujourd'hui. Et j'aimerais bien revendiquer que les frites sont belges. C'est important, mes amis françaises et français, les frites sont belges s'il vous plaît. Je pense que les Belges aujourd'hui seront fiers. Donc moi je suis marocaine et j'habite en Belgique, je suis une immigrée. Et je pense que c'est important, je revendique cette notion d'immigré parce que depuis que j'habite en Belgique et en Europe, parce que j'habitais en France avant, que j'ai compris qu'être immigré, c'est négatif. Et j'ai compris que quand on est africain, africaine, et on habite en Europe, on est considéré comme des immigrés. Mais quand les Européens s'installent à Marrakech, ils achètent des riads, ils ne sont pas considérés comme des immigrés, ils sont considérés comme des expats. OK ?
Et je pense parce que nous, les immigrés, on doit revendiquer ce titre-là. Parce que nous, on ramène une valeur, pas seulement économique, à nos pays qui nous accueillent et le pays d'origine d'où on vient, mais aussi on ramène une diversité culturelle, on ramène une justice sociale aussi. Donc c'est hyper important de revendiquer déjà cette notion et cette identité qui fait partie de nous. Maintenant, moi, comment je vois les relations entre, et la vision entre l'Europe, pas seulement la France, mais l'Europe et l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, on doit réaliser, ici en Europe, que l'Afrique, elle n'est plus l'Afrique de 1950, c'est plus l'Afrique de 60 ans. C'est une Afrique différente. Aujourd'hui, en Afrique, on doit considérer une autre relation, une relation saine, une relation d'écoute, une relation de collaboration, une relation d'investissement. On n'est pas là pour chercher des aides, on est là pour collaborer avec vous. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'incertitude. Les crises, ils sont de plus en plus énormes. La crise de Covid, c'est rien. Il y en a d'autres crises qui vont venir. Et donc, je pense que ce sera le moment pour nous d'examiner et questionner les relations qu'on a entre nous de deux continents. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je regarde, moi, je voyage tout le temps en Afrique, on est active en Afrique, on soutient les femmes, on travaille avec les femmes. Et quand je vois les innovations des femmes dans ce continent, c'est énorme. Aujourd'hui, on travaille avec une femme dans un programme où on forme les femmes à réparer les téléphones et les tablettes. C'est une femme réfugiée politique qui est venue de Burundi. Qu'aujourd'hui, elle forme toutes les femmes avec qui on travaille. Cette femme-là, elle est venue en Belgique en tant qu'immigrée. Regardons aujourd'hui qu'est-ce qu'elle fait à travers notre travail à Womanpreneur. Je pense que ce moment où le message est différent, où la discussion est différente, où le moment où l'Europe ne va plus donner de leçons de morale pour les Africains et les Africaines, le moment qu'on va discuter, qu'on est dans les mêmes pieds d'égalité, c'est là où le développement va venir, c'est là où le changement va venir. Voilà. Merci Sana, merci beaucoup. On va pouvoir en parler. Toujours même question, hein, Ousseynou et Karim, peut-être. Rachid, pardon, je ne sais plus pourquoi je m'appelle Karim, mais c'est ton cofondateur qui devait venir, et donc j'ai essayé de réviser ton nom, et comme quoi, ah là là, Rachid. Donc Rachid et Ousseynou, même question. Votre vision, vous faites partie de l'écosystème ici de Grand Est, Arlande aussi, je vais revenir, mais quelle est justement cette refonte des relations entre l'Europe et l'Afrique? Comment tu perçois les choses? Oui, ça marche. Donc, Ousseynou Ba, je suis franco-mauritanien. Je suis arrivé en France en 2008 pour poursuivre des études en chimie analytique. Et tu connais très bien Absat aussi. Exactement. Donc, j'ai ma maman qui est sénégalaise aussi. Et formidable. Donc, je suis arrivé en France avec un budget très limité, sans bourse d'études pour poursuivre mes rêves des études en chimie analytique. Et donc, c'était un moment vraiment très difficile, challenging. Mais comme vous le savez, les moments difficiles peuvent nous définir, peuvent nous diminuer, mais ils peuvent aussi nous développer. Donc, d'abord, je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, il faut qu'on se libère de nos limitations. Ces limitations, on les a connues dans l'environnement de l'enfance. C'est des choses qui sont ancrées dans notre subconscient et l'environnement. Et aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment, il faut être, comme on le dit dans mon jargon, dans le monde scientifique, il faut être un thermostat et non un thermomètre. Un thermomètre réagit à l'environnement. Donc, c'est comme si on te manipulait. C'est une triste façon de vivre. Mais un thermostat définit les paramètres et l'environnement s'adapte. C'est ça, hein, quand on invite un scientifique. Merci, Ousseynou. Et donc, c'est juste pour vous dire que c'est possible, mais le travail commence déjà. Il faut faire un travail de l'intérieur, connaître qui on est, avoir vraiment cette sincérité de se connaître et d'accepter aussi qui on est. C'est une richesse. Ses valeurs, ses faiblesses, sa vision, etc. C'est des choses qui nous définissent et je pense que c'est une richesse. Aujourd'hui, je suis cofondateur de Blackleaf, une société
Deep Tech. Je salue au passage mon cofondateur Yannick. Explique un peu ce que c'est, parce que la Deep Tech, ça ne doit pas parler à tout le monde. C'est vraiment... mais en langage simple. Hein. Exactement. On peut considérer que c'est une start-up de très haute technologie. Aujourd'hui, on a créé la start-up en 2008 avec mes deux collègues, Yannick et Kung Famou. Donc, on développe aujourd'hui des solutions à base de graphène. C'est très simple. Le graphène, c'est la technologie qui se cache derrière une mine de crayon. C'est une mine de crayon, hein, mais c'est une technologie à très haute valeur ajoutée. C'est un produit qui a été découvert en 2004, puis prix Nobel en 2010. Mais ce matériau stratégique pour la France et l'Europe, grâce à ses propriétés, durabilité, conductivité, résistance, etc., est resté à l'échelle de laboratoire pour différentes raisons. Très compliqué à produire, polluant et très coûteux. Aujourd'hui, nous, on révolutionne cet état de fait en proposant une méthode de fabrication vraiment très simple, très écologique et à bas coût. Et une série de brevets qui nous permet aujourd'hui d'utiliser ce matériau efficacement dans l'industrie aéronautique, aérospatiale, pétrolier, parapétrolier, énergie, agroalimentaire, etc. Donc, aujourd'hui, nous sommes lauréats du Grand Prix iLab, concours d'innovation en France, avec une subvention de plus de 600 000 €. On est aussi lauréat du dispositif France Relance, avec une subvention de plus d'1 million d'euros. Et puis d'autres subventions, on est accompagné. Voilà nos futures licornes. Donc aujourd'hui, pour faire simple, nos solutions permettent aujourd'hui de remplacer un radiateur par juste une peinture chauffante qui va consommer 10 fois moins, éliminer tout ce qui est métaux dans les batteries, dont l'extraction reste très controversée et polluante. Un vrai sujet. Un vrai sujet. Et puis, diminution du ciment dans l'industrie du bâtiment. Qui est une des industries qui pollue le plus au monde. Et par conséquent, une réduction globale du CO2. Donc, pour résumer juste le graphène aujourd'hui, graphène égale un matériau noir pour une industrie plus verte, plus résiliente et moins consommatrice d'énergie. Et donc aujourd'hui, Blackleaf bénéficie d'un soutien, d'un support de, par exemple, la BPI, l'Eurométropole, le CEMIA, le CNES, etc., mais aussi le support de très grands groupes tels que Airbus, Arkema, Thales, etc., pour n'en citer que certains. Aujourd'hui, je vais rebondir sur les relations. Ils doivent être repensés, comme tout le monde l'a dit, je ne vais pas y revenir. Mais on ne change pas, comme le disait Buckminster Fuller, on ne change pas les choses en combattant la réalité existante. Pour changer les choses, il faut créer un nouveau modèle qui va rendre l'ancienne obsolète. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la diaspora est une force vive, un trait d'union, comme tout le monde l'a dit, entre la France et l'Afrique, riche d'une mixité. L'Europe et l'Afrique. Exactement, et l'Europe et l'Afrique, et même, on peut aller au-delà, rêvons plus grand, ayons des ambitions plus élevées que nous. Et donc, riche d'une mixité culturelle qui se manifeste par des capacités d'adaptation et de lecture qui permettent d'avoir une vision à 360 des opportunités, problèmes, etc., qui nous entourent, et de se positionner en tant que solution. Aujourd'hui, c'est nous la solution, nous sommes tous la solution. Et je remercie le CPA pour ce travail fantastique qu'ils font, et j'espère que nous continuerons à travailler ensemble dans un esprit de parfaite harmonie pour relever les défis de notre civilisation. Merci Ousseynou, merci. Rachid. Oui. C'est bien toi, Rachid. Exactement, merci. Rachid, alors tout ça, ça résonne, j'imagine. Et quelle est ta vision, toi, de cette construction, justement, entre l'Europe et l'Afrique? Alors, ma vision aujourd'hui, elle est simple. Là, je vais juste ouvrir une parenthèse. Contrairement à tous les collègues qui sont là ce soir, nous n'avons pas encore eu recours à des levées de fonds.
à travers du BPI, mais par rapport à des fonds propres. Alors là, je suis... C'est un message. Tu veux passer des messages? Exactement. En fait, aujourd'hui, non, mais c'est bien de pouvoir participer à ce genre d'événement qui prouve que l'entrepreneuriat est ouvert à tout le monde et qu'il faut juste avoir une certaine forme d'idée et de surtout se poser la question si on doit créer un besoin ou si on peut améliorer le quotidien des êtres humains sur Terre. Alors aujourd'hui, notre ambition au fondateur, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui malheureusement, j'espère que vous l'excuserez, mais donc mon fondateur aujourd'hui, en fait, c'est tout simple. Le concept, c'est de créer une franchise de pizzeria, mais pas n'importe quelle pizzeria. Il a créé une pâte qui peut rester 3-4 jours sans être cuite et une pizza qui peut être mangée froide. Okay. Donc, et qu'on ne grossit pas. Voilà. Non, quand même pas. Et ce que le fondateur a fait, c'est qu'il ne s'est pas focalisé à rester en Alsace, parce qu'il est originaire d'Alsace. Il a déjà testé de monter du côté de chez Sana, en Belgique. Donc, il a ouvert en 2002, il a ouvert une franchise en Belgique, à Anvers. Voilà. Et en fait, le plus important, c'est qu'il s'est dit, il n'y a pas de frontières, il faut que j'aille tester en Europe avant d'avoir cette réflexion d'amener son concept en Afrique. Donc d'amener son concept en Afrique, au Maroc, parce qu'il est d'origine marocaine. Et son ambition, c'est d'ouvrir plusieurs franchises au Maroc, donc dans son pays d'origine, où le français a toute sa place, et c'est la deuxième langue qui est parlée après le dialecte marocain. Et ça, c'est vraiment une richesse de pouvoir avoir cette capacité, de pouvoir avoir cette ambition d'aller au Maroc pour poser sa franchise. Et poser la franchise, c'est quelque chose de très réglementé. Il y a un cahier des charges, etc. Et c'est vrai que le plus important, c'est d'avoir l'idée, mais aussi d'être accompagné de façon claire et surtout ne pas avoir uniquement l'argent, mais avoir tout le soutien logistique qui est derrière, parce que on pense justement à faire de l'importation. Voilà, exactement. En fait, on pense à faire de l'importation de matières premières, mais si cette matière première existe déjà en Afrique, on a tout à faire en Afrique. Et l'Afrique est riche, vraiment riche, mais il faut savoir aller toquer aux bonnes portes. Et c'est une porte qu'on ouvre, hein, et on espère vraiment que trouver, grâce à ces connexions-là et à ces réseaux, de créer une synergie qui puisse nous permettre, nous, de pouvoir être maîtres de nous et surtout faire preuve de responsabilité quand on va dans un pays, entre guillemets, qui n'est pas le nôtre, parce que moi, je suis né ici. Le fondateur est né ici, mais par contre, c'est notre pays d'origine. Donc, on a envie de contribuer socialement et de pouvoir créer des emplois là-bas et surtout enlever cette image, et Sana, je pense qu'elle ne va pas me contredire, enlever cette image d'Eldorado européenne où toutes les personnes d'Afrique montent, vont dans des bateaux, meurent noyés et se disent en Europe, l'Europe est riche, il y a tout à faire en Europe, en Afrique, il n'y a plus rien à faire. Aujourd'hui, on a envie de contribuer, de créer des emplois et de dire, mais restez ici, il y a des choses à faire dans votre pays. Mais justement, Rachid, quand on va sur le terrain, et c'est là où on se rend compte. C'est ça. On se rend compte de tout ce qu'il y a à faire et toutes ces opportunités, justement. Et finalement, je n'ai pas envie d'utiliser le mot Eldorado, mais voilà, ils ont mieux chez eux que nous, on a à offrir finalement. Il y a tellement d'opportunités et surtout le travail ensemble, c'est ce que tu disais. Exactement. Et aussi, et je terminerai là-dessus, c'est que faites en sorte, enfin, toutes les forces vives d'investissement et autres, faites en sorte de pouvoir nous aider à pouvoir atterrir là-bas. Aidez-nous de façon logistique, aidez-nous de façon administrative aussi, non pas que pécunier, mais aidez-nous de façon administrative de pouvoir nous faciliter toute la partie administrative de recherche de locaux, de recherche de clients, etc. Essayez de mettre en place une synergie, mais vraiment faire les réseauteurs, de pouvoir créer cet écosystème pour permettre aux gens qui veulent investir en Afrique de pouvoir venir avoir une certaine forme de clarté et d'accompagnement sur toutes ces thématiques-là. Parce que au Maroc,
on va vous dire, comme ici en France, nul n'est censé ignorer la loi, mais par contre, moi, le code du travail au Maroc, je ne le connais pas. Donc, j'aurais bien aimé avoir une personne... un encadrement, voilà, exactement, absolument. pour la rédaction d'un cahier des charges qui est très clair et très fin, mais aussi avoir de l'aide au niveau des banques pour pouvoir faire bouger l'argent entre le nord et le sud, qui est très compliqué au Maroc, parce qu'à partir du moment où vous avez des dirhams sur votre compte, vous ne pouvez pas les convertir en euros. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Et c'est vrai que cet écosystème doit être bien verrouillé pour permettre à toutes les personnes qui ont envie d'investir en Afrique le fassent sans se poser de questions. Merci Rachid. Merci infiniment. Et je me tourne vers toi, Arland. Donc, tout ça, ça doit résonner. Toi, aujourd'hui, ta start-up EOSmart a justement ses deux pieds sur ces deux continents, puisque tu travailles sur plusieurs projets qui sont ici, mais aussi en Afrique. Oui, merci. Rebonsoir, Acha. J'ai entendu beaucoup de choses et je rebondirai dessus après. Effectivement, EOSmart est engagé sur les sujets climat. Comment on préserve la biodiversité de nos territoires, communes, entreprises et bientôt citoyens aussi embarqués dans le sujet. Pendant que l'Afrique brûle sous des températures qui montent de plus en plus, les pays du Nord vont osciller entre inondations par-ci, sécheresse par-là. Donc l'enjeu climatique, pour le coup, lui, il ne connaît pas de nord-sud. Il est global. On ne peut pas juste dire c'est une problématique que de l'Europe ou une problématique que de l'Afrique ou de l'Amérique latine, etc. On est tous concernés par le sujet. Et c'est pour ça que ma start-up est engagée à la fois où je suis ici pour expérimenter, vraiment faire toute cette phase d'expérimentation pour ensuite exporter ce que j'aurais appris. Alors, il faut forcément créer les conditions qui vont avec. Le climat ici et le climat en dessous de la Méditerranée n'est forcément pas le même. Mais l'enjeu, il est là. Il est de pouvoir dire toute l'expertise en termes de technologie qu'on peut développer ici, comment elle peut être utile sur le continent aussi, pour permettre de répondre à des enjeux qui sont simples. L'enjeu climatique, le premier élément qui nous concerne tous, c'est de pouvoir manger. À un moment donné, la météo et l'agriculture sont hyper liées. Et ça, on l'a pu le voir. Nos amis d'outre-Atlantique ont souffert de manque de sirop d'érable. Il y a eu un grand sujet sur le sirop d'érable à cause des conditions climatiques. Je dis ça pour rire, mais il y a d'autres sujets sur effectivement la nutrition du monde liée à cet enjeu climatique. Donc forcément, sur ce sujet-là, on est dans une relation qui est nord-sud, qui est sud-nord. Après, au-delà de mon sujet climatique, moi j'ai entendu pas mal de choses intéressantes, notamment ce que disait Absatou sur le regard, qu'on doit apprendre dans cette relation nord-sud et sud-nord. On doit changer nos regards, mais collectivement. Ce n'est pas juste l'Europe qui doit regarder l'Afrique d'une autre manière. L'Afrique doit aussi se regarder d'une autre manière. Moi, j'ai eu une famille qui m'a toujours appris, ce n'est pas aux autres de te donner ton prix. Si tu n'es pas capable de te valoriser, n'attends pas que les autres le fassent pour toi. Donc, en tant que membre de la diaspora, en tant qu'Africain, on doit aussi apprendre à se considérer différemment. On dit l'Afrique de 1950, mais l'Afrique n'est pas née en 1950. Il y a une Afrique avant, on est d'accord. L'Afrique des rois, l'Afrique des scientifiques. Et on doit pouvoir s'appuyer sur ça aussi pour se dire, mais oui, il y a eu une étape qui n'est pas forcément simple, et qu'on le veuille ou non, elle a marqué notre histoire, mais on ne s'arrête pas là. Donc il y a ce premier point que je trouve assez intéressant. Et je vais reprendre les termes d'un ami qui est peut-être là, avec qui j'étais au collège. On parle de quartiers prioritaires, d'éducation prioritaire. Et lui, il dit QPV, c'est des quartiers positifs. Pourquoi ? Absatoussi l'a dit, les plus déterminés viennent de là. C'est dans le creuset, dans le milieu du feu, et les difficultés qu'ont créées les gens qui, contre vents et marées, avancent. Et ils sont une richesse. Elle l'a dit, Madame la vice-présidente de l'OR, et j'ai entendu que vous avez des VIE en Amérique et en Asie, et je pense que vous en aurez bientôt en Afrique, si j'ai bien compris. Donc, messieurs, mesdames, les jeunes qui ont moins de 28 ans, n'hésitez pas à candidater, mais on a besoin de cette jeunesse-là pour oser ouvrir des portes, ou en tout cas pour être aussi déterminé pour aller les ouvrir. Donc, pour moi, la relation Europe-Afrique, Afrique-Europe, elle doit s'appuyer sur la jeunesse et elle doit être une relation de terrain. Il faut arrêter de rester sur nos plateaux à Strasbourg, il faut aller sur le terrain. Il faut aller à Dakar pour voir ce qui se passe. Il faut faire venir les gens de Dakar ici pour qu'on comprenne en fait c'est quoi ce modèle entrepreneurial qui peut se faire entre les deux mondes. Je ne dirai pas plus. Merci Arland.
Je sais que le temps passe vite. On aura ce temps d'échange ensemble dans quelques instants. Donc, peut-être juste une dernière question, justement, pour clôturer cette table ronde. On parle justement des atouts de la diaspora, ce que les entrepreneurs peuvent apporter pour construire justement cette relation de demain. Très, très rapidement, mais très, très courte, réponse très, très courte. Michel, peut-être toi, tu travailles justement avec ces acteurs. Qu'est-ce que tu vois? Quelles sont les opportunités et comment est-ce qu'on peut faire justement pour accélérer dans le bon sens? Très rapidement. Juste nous traiter les uns les autres normalement, c'est-à-dire ne pas avoir de complexe. Et c'est pas parce que tu es issu de la diaspora que ton projet est bien et que du coup, moi, investisseur, je vais le financer. D'un autre côté, si ton projet est bien, et ben, je ne vais pas avoir de frein. Il ne faut pas que j'ai de frein pour évidemment aider peut-être une communauté que je connais peut-être mal, etc. Donc ma conclusion, c'est il faut mieux se connaître, il faut se parler. C'est des moments comme ça qui sont importants. Et puis à chacun ensuite d'être acteur. Juste. Merci. Donc tu as gagné un investisseur. Bon, on en parle tout à l'heure. Et on le voit d'ailleurs, la diaspora est une chance. Sana, toi tu le vois, tu es à Bruxelles, tu le vois aussi, peut-être juste très rapidement ton mot de la fin. Pour moi, les atouts à la fois de les entrepreneurs et les entrepreneuses en Afrique et la diaspora, c'est vraiment le fait qu'ils vont tourner une crise vers une opportunité. C'est pour cela qu'on a publié un livre qui parle de Women Turning Crisis into Opportunities, comment les femmes elles-mêmes, dans les crises, les pires des crises, ils vont créer des opportunités. Là, il y a des profils des femmes qui ont levé des fonds dans leur propre pays, qui ont créé des opportunités, qui ont fait travailler tout le quartier, tout le village. Je pense que c'est ça, en fait, la définition de l'entrepreneuriat, en fin de compte. Et c'est ça aussi qui définit le continent africain et la diaspora africaine. C'est comment on peut tourner une crise vers une opportunité. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est improbable. Et c'est là où on doit innover. Et je pense que si je peux parler au nom de tous les entrepreneuses et les entrepreneurs africains et africaines, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est cet espace-là, à la fois d'échange, d'investissement et de l'écoute. Merci. Merci Sana. Très très court, mot de la fin. Rachid. Alors un petit mot de la fin que j'ai préparé, bien évidemment. Alors c'est, voilà, chacun de nous a toutes les capacités de pouvoir observer, créer et innover et apporter bienveillance en direction de son prochain. Nous avons tous besoin un jour ou l'autre d'une main tendue, alors prenez-la, mais n'oubliez pas de la rendre à votre tour. Voilà. Merci Rachid. Houssène Bou, 2 mots. Moi, je dirais, c'est partager. Partager. Je pensais que tu allais nous sortir quelque chose de très scientifique. Non. Je pense que donner est la meilleure façon de recevoir et on peut recevoir de n'importe qui. Donc, aidons-nous les uns des autres. Merci Houssène Bou. Arlande, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que je suis contente que cet événement ait lieu à Strasbourg, ait lieu en Grand Est. J'espère que c'est le premier d'une longue série et pas juste des événements, on l'a compris, il faut passer à l'action. Je suis contente d'avoir les représentants de nos grandes industries locales. La prochaine édition, c'est comment on fait concrètement, comment on met les jeunes autour de la table et qu'est-ce qu'on pose comme action ensemble pour faire avancer les choses. Merci. Merci Arlande, merci à tous. Merci beaucoup, merci à vous. Les échanges continuent, vous pouvez rester et discuter avec nos intervenants. Quant à nous, on vous donne rendez-vous pour la prochaine étape. Si vous voulez venir à Rennes, en tout cas, moi j'y serai. Je ne sais plus si je serai à Paris. En tout cas, je serai pour annoncer les lauréats du Pass Africa avec normalement le ministère le 7 mars. L'étape continue. Je pense que c'est la dernière étape de ce Tour de France. Merci au CPA et ses partenaires. Merci aux partenaires ici du Grand Est et de toute la région qui nous ont accompagnés. Merci à l'IRCAD. Guillaume, merci beaucoup. Et merci à vous tous et tous ceux qui sont derrière vos écrans de nous avoir rejoints, d'être venus ici écouter et discuter ensemble. Continuons à avancer ensemble et travaillons ensemble pour bâtir justement cette ambition Europe-Afrique, mais aussi qui se passe ici à Strasbourg et de Bruxelles et de partout. Merci à tous.